La planète Terre, c'est super, il y a plein de ressources dans tous les sens, on a réussi à créer plein de choses à partir de ces dernières et elles se renouvellent au fur et à mesure, tout en nous donnant la vie, franchement sympa. Il y a quand même un sacré inconvénient à cette planète quand même, c'est qu'on en a qu'une, et avec toute l'évolution qu'on a eue au fil du temps, on commence à sacrément taper dans les réserves. Faut se dire que le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où on considère qu'on a dépensé toutes les ressources que notre planète peut nous fournir de manière durable en un an, il arrive de plus en plus tôt. Cette année, c'était le 2 août 2023, en gros ce que ça veut dire, c'est qu'on vit à crédit sur le reste de l'année. Alors je sais qu'avoir des dettes dans tous les sens c'est assez commun à l'ordre mondial, mais la Terre bleue va nous foutre des intérêts de zinzin, à coups d'ouragans, de raz-de-marée ou encore de canicules et de périodes de grand froid. Certains essaient déjà de trouver des solutions pour se barrer sur notre planète, comme Elon Musk avec son envie de conquête de Mars. Et jeter le paquet une fois qu'on l'a vidé pour en prendre un autre, pourquoi pas, mais en prendre soin pour pouvoir l'utiliser le plus longtemps possible, ça peut être cool aussi. Surtout que vivre sur notre planète en partant du principe que ce sera envisageable en grande échelle, c'est loin d'être gagné, et ça ne sera jamais comparable à la vie sur Terre. Oui, car Mars c'est bien beau, mais je vous rappelle qu'il n'y a pas vraiment d'oxygène là-bas. La température moyenne est de moins 63 degrés Celsius. La bonne nouvelle c'est qu'on va pouvoir causer un sacré réchauffement climatique là-bas avant que ça ne devienne un problème. Mais sinon niveau confort, on a vu mieux, vous pensez pas? Salut, c'est Léo de la chaîne TechBaker et aujourd'hui on va parler de 4 technologies qui pourraient sauver la planète. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier Infomaniac qui sponsorise cette vidéo sur la thématique écologique qui leur tient à cœur. Infomaniac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boîte indépendante suisse qui respecte votre vie privée. Ils ont plusieurs services web comme Swiss Transfer qui est probablement le plus connu. C'est comme WeTransfer mais en bien mieux et c'est totalement gratuit. Ils proposent également K-Drive, un système de drive collaboratif 100% souverain dans lequel il est possible de stocker toutes tes photos, documents, etc. Bref, plein d'alternatives à ce que proposent les GAFAM. Et la grande différence avec Infomaniac, c'est qu'ils veulent mettre en avant le cloud éthique. Car oui, il faut bien se rendre compte que les données en ligne, ça pollue quand même pas mal. On a des transferts de données dans tous les sens, tout ça est géré par des serveurs qui consomment de l'électricité jour et nuit et qui demandent un emplacement sécurisé, et il va falloir aussi créer tous ces espaces. On s'en rend pas forcément compte tout ça car c'est pas visuel comme pourrait l'être une bagnole qui fait un gros nuage de fumée lorsqu'elle démarre. Mais oui, la pollution et l'utilisation de ressources sont partout, et en être conscient pour régler le problème, c'est ce que veut faire Infomaniac. Ils ont 20 engagements autour de l'écologie, car certes ils polluent, mais ils mettent des actions en place pour atténuer leurs émissions de CO2. Leurs data centers sont parmi les plus efficients du monde, ils sont alimentés exclusivement par de l'énergie renouvelable locale, ils prolongent la durée de vie de leurs serveurs plutôt que d'en racheter, et ils donnent même des primes à leurs employés pour les encourager à utiliser la mobilité douce aux systèmes de locomotion qui sont plus polluants. Il n'y a pas de petite économie pour la planète, et inciter tout le monde à faire un effort est quelque chose de louable. Ils recouvrent leur data center existant de panneaux solaires, on en reparlera d'ailleurs dans la vidéo d'à quel point c'est intéressant cette énergie. Enfin, ils démontrent avec un nouveau data center en cours de construction qu'il est possible de revaloriser intégralement la chaleur dégagée par les serveurs pour être utilisée pour chauffer jusqu'à 6000 ménages et ainsi ne pas gaspiller cette énergie dans l'atmosphère. Évidemment, ils ne peuvent pas ne pas émettre de CO2, mais pour autant ils font tout pour atténuer l'impact du numérique au maximum, car avoir des serveurs c'est bien, mais pouvoir continuer à en avoir dans le futur c'est mieux. Tout ça c'est déjà un bon début, mais bon, faudrait faire encore plus pour sauver notre globe terrestre, et un des premiers pas qu'on pourrait faire est les panneaux solaires. Oui, pourquoi continuer à gratter les ressources de la Terre quand on peut prendre celle dans le ciel, qui en plus est à plusieurs années-lumière de nous et qui de toute façon est là à nous éblouir la tronche? Le principe des panneaux solaires est simple, extraire une partie de l'énorme quantité d'énergie que le soleil bombarde sur notre belle planète pour notre propre usage. On trouve en gros deux catégories de panneaux solaires, les panneaux thermiques et les panneaux photovoltaïques. Pour les panneaux thermiques, c'est extrêmement simple, on va tout simplement se servir du soleil pour chauffer quelque chose. Tout le monde sait que quand on laisse quelque chose au soleil, ça chauffe. On sait aussi que les éléments sombres chauffent plus que les éléments clairs. C'est pour ça qu'on évite de s'habiller en noir en pleine canicule. Donc si on fout un panneau noir en plein cagnard et qu'on fait circuler de l'eau dedans, on se retrouve avec de l'eau chaude. Et quand je dis chaude, je veux dire qu'on peut facilement approcher des 100 degrés en plein été. Cette eau chaude peut même être utilisée pour faire chauffer des radiateurs ou encore un chauffage au sol. C'est quand même mieux que de cramer du gaz pour chauffer son eau, vous pensez pas? Pour ce qui est des panneaux photovoltaïques, c'est à eux que l'on pense en général quand on parle de panneaux solaires. Leur fonctionnement n'est pas aussi simple que celui des panneaux thermiques, mais ils ont un énorme avantage. Avoir de l'eau chaude c'est bien, mais avoir de l'électricité c'est encore mieux. Et ça tombe bien car c'est exactement le but des panneaux photovoltaïques, transformer le rayonnement qui nous arrive du soleil en électricité. Électricité qui pourrait éventuellement être utilisée pour faire de l'eau chaude d'ailleurs. L'avantage de ces panneaux est qu'ils sont plus simples à mettre en œuvre, pas de plomberie, pas de risque de fuite, etc. etc. L'inconvénient est que leur fabrication nécessite plus d'énergie et génère donc plus d'émissions de CO2. Mais ces émissions sont assez rapidement compensées par toute l'électricité que vous n'aurez pas à acheter à votre fournisseur, en particulier dans les pays où l'électricité provient majoritairement de centrales à charbon ou à gaz. Dans notre pays où la majorité de l'électricité provient du
nucléaire et de barrage, on a la chance d'avoir une des électricités les plus propres au monde. Notre électricité a généré en moyenne 36 grammes d'équivalent CO2 en 2021, ce qui est déjà très faible. C'est une valeur qui peut être battue aujourd'hui avec du photovoltaïque par contre, grâce aux avancées techniques qui ont permis de réduire toujours plus les émissions liées à la fabrication de ces panneaux. Les panneaux solaires sont clairement une solution intéressante, mais ils ont tout de même des inconvénients, hein. Le principal et le plus évident, pour qu'ils fonctionnent, il faut du soleil. Donc quand il fait pas beau, tout simplement quand il fait nuit, il nous faut un autre moyen de produire de l'électricité. On peut installer des batteries, certes, mais à ce moment-là, l'impact environnemental fait tout de suite un sacré bond, sans parler du fait que ces batteries ne nous permettent pas de résoudre un autre problème majeur. Le gros de la production se fait en été quand le soleil brille, alors que le gros de la consommation se fait en hiver, quand on a moins de soleil, ce qui nous oblige à nous chauffer. C'est pourquoi nous avons besoin d'autres sources d'électricité. L'Allemagne en est un bon exemple. Malgré un développement massif du photovoltaïque dans le pays, les autres énergies n'ont pas été supprimées car elles sont toujours nécessaires quand il ne fait pas beau. Et comme l'Allemagne a décidé de mettre fin au nucléaire, qu'elle a en bonne partie remplacé par du charbon, elle a beau avoir un parc photovoltaïque colossal, en moyenne la production électrique émet près de 5 fois plus de CO2 par kilowattheure que la France. Tout ça pour dire la solution miracle n'existe pas, c'est pourquoi il nous faut développer les énergies renouvelables, mais pas aux dépens du nucléaire qui nous permet de maintenir une énergie bas carbone même quand il fait nuit ou qu'il n'y a pas de vent pour faire tourner nos éoliennes. Bref, en dehors de l'aspect écologique, on a aussi bien sûr l'aspect financier. Vous n'êtes pas sans savoir que les prix de l'électricité ne cessent d'augmenter. Pourtant, le coût de l'électricité qui sort de nos centrales nucléaires et de nos barrages n'a pas vraiment augmenté de son côté. Si vous voulez savoir exactement ce qui se cache derrière cette arnaque monumentale, je vous conseille cette vidéo de Trouble fait. Je vous préviens juste, âme sensible s'abstenir, vous allez voir rouge. Mais pour faire simple, cette explosion des prix est intégralement attribuable à un gouvernement qui a fait des choix plus que discutables, hein. C'est d'ailleurs écrit noir sur blanc sur le courrier que vous avez reçu d'EDF pour vous annoncer la hausse des prix. Sur décision des pouvoirs publics, les tarifs réglementés de vente d'électricité augmentent de 10%. Bref, tout ça pour dire, tout ça nous coûte cher et avoir chez soi un moyen de produire l'électricité, ça peut rapidement alléger la facture. Comme d'habitude, ne vous laissez pas amadouer par le premier venu. Renseignez-vous, faites les calculs vous-même et si c'est l'aspect financier qui vous intéresse, vous devriez sérieusement envisager de faire l'installation vous-même, car vous pourrez facilement diviser la note par 2 ou 3. D'ailleurs, j'en fais très bientôt une vidéo où j'installe moi-même mes propres panneaux solaires, alors abonnez-vous pour pas rater ça. Si ça vous botte de gagner quelques milliers d'euros, ça peut toujours être sympa à regarder. La capture et séquestration de carbone. Le but est simple, absorber du CO2 et le séquestrer, c'est-à-dire le stocker ailleurs que dans l'atmosphère. C'est finalement exactement ce que font les végétaux grâce à la photosynthèse. Ils absorbent du CO2 qu'ils décomposent en carbone qu'ils utilisent pour grandir et en dioxygène qu'ils rejettent dans l'atmosphère. L'idée c'est de faire la même chose mais de façon artificielle. On peut séparer cette solution en deux catégories. La première concerne la capture et séquestration du CO2 qui est déjà présent dans l'atmosphère. Dans l'idée c'est super, on pourrait imaginer des énormes machines qui absorbent de l'air chargé en CO2 et qui recrachent un air plus propre, exempt de ce gaz qui nous pose tant de problèmes. Le truc c'est qu'il y a beau avoir trop de CO2 dans notre atmosphère, en réalité il n'y en a pas tant que ça. Ce gaz ne représente que 0,04% de l'air qu'on respire, et ce tout petit peu suffit bien à nous pourrir la vie, hein. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même en partant du principe que notre machine à capturer le CO2 serait capable de retirer 100% du CO2 de l'air qu'elle brasse, faudrait qu'elle embrasse une quantité colossale pour avoir le moindre impact. Sans compter que pour la créer cette machine, il a bien fallu dépenser de l'énergie, donc une partie qui est forcément carbonée. Et pour fonctionner, elle va aussi consommer de l'énergie qui sera obligatoirement liée à des émissions de gaz à effet de serre, qu'elles soient directes ou indirectes. Donc ouais, c'est compliqué, pas impossible, hein, on est même déjà capable de le faire, mais ça coûte très cher, ça prend beaucoup de place pour pas grand chose. En revanche, un intérêt conceptuel non négligeable, c'est que c'est l'une des seules techniques permettant un bilan carbone négatif. Oui, car une fois que la machine a absorbé la même quantité de carbone que ce qui a été émis pour sa fabrication, tout ce qui est absorbé après c'est du bonus. Contrairement aux panneaux solaires par exemple, qui ne vont émettre aucun gaz à effet de serre durant leur utilisation, mais qui ne vont pas non plus en absorber. Donc en comptant les émissions liées à leur fabrication, on va tout de même se retrouver avec un bilan carbone positif. Bref, absorber du CO2 présent à très faible concentration, c'est pas évident, et finalement les arbres le font très bien. C'est d'ailleurs en plantant des arbres que certaines entreprises compensent leurs émissions de gaz à effet de serre. En grandissant, l'arbre va absorber du CO2, et si la quantité absorbée est égale à la quantité que l'entreprise a émis, alors on peut dire que le bilan carbone est neutre. Dans le cas d'Infomaniac, ils ont carrément décidé de compenser à 200%, c'est-à-dire qu'ils plantent 2 fois plus d'arbres que nécessaire via des projets de reforestation, ce qui permet d'un côté de rendre à la planète, mais aussi de se dire qu'on va faire en sorte de moins polluer pour justement moins replanter. Car oui, le double de 5 c'est 10, mais le double de 2 c'est 4. En revanche, il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, planter des arbres, ça va pas suffire, tout simplement car on émet tellement de CO2 que le nombre d'arbres qu'il faudrait planter pour compenser dépasse juste l'entendement. Retirer du carbone de l'atmosphère, c'est bien, mais le mieux reste encore d'éviter d'en rajouter, et pour ça on a plusieurs solutions. On peut au hasard développer des data centers qui peuvent se passer de clim, ou encore réduire la fréquence à laquelle on va renouveler le matos, mais on peut aussi tenter de capturer le CO2 après qu'il ait été généré, mais avant qu'il se retrouve dilué dans l'atmosphère. Cette technique est particulièrement intéressante pour les industries pour lesquelles on a
tout simplement pas d'alternative viable à l'utilisation d'énergie fossile. L'avantage c'est que c'est bien plus simple et bien moins cher de capturer du CO2 à la sortie de ces usines, car il est présent dans une concentration bien plus importante. C'est donc une technologie très prometteuse qui est déjà mise en place depuis plusieurs décennies mais qu'il faudrait généraliser à l'avenir. Le principal frein est encore et toujours le prix. Et concrètement, polluer ne coûte pas assez cher pour que ce genre de solution soit rentable. C'est donc à l'État de remédier à ça en taxant suffisamment les émissions de CO2 pour que ça ne vaille plus le coup de rien faire par exemple. La domotique. Eh bien oui, mise au service de l'écologie, la domotique peut permettre de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Pour comprendre comment, il faut en savoir un peu plus sur le fonctionnement de notre réseau électrique. L'électricité qu'on consomme provient de plusieurs sources différentes, c'est ce qu'on appelle le mix énergétique. On peut en avoir un aperçu en direct sur ce site. Comme dit plus tôt, en France, c'est le nucléaire et l'hydroélectrique qui dominent, et de très loin. Ça tombe bien car ce sont les deux sources d'énergie qui causent le moins d'émissions de CO2 par kilowattheure. On voit bien que les proportions de chaque source dans le mix varient au fil de la journée. Et même si ces variations peuvent paraître assez faibles, il faut savoir que produire 1 kWh d'électricité à partir de gaz génère 40 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que de le produire à partir de nucléaire. Pour le charbon, c'est près de 70 fois plus, donc la moindre petite variation peut avoir un effet énorme sur les émissions. Une partie de ces variations est très simple à expliquer. Si on regarde le photovoltaïque par exemple, on voit une belle courbe qui correspond au lever et au coucher du soleil. Comme le photovoltaïque est une énergie renouvelable, il serait intéressant de faire en sorte de consommer notre électricité plus tôt en journée. On peut voir que durant le pic de production de la journée, on exportait plus d'1 gigawatt d'électricité vers les pays voisins, alors qu'un peu plus tard dans la soirée, on s'est retrouvé à devoir importer l'électricité. Le truc c'est que comparé à la France, nos pays voisins ont une production électrique bien crade. L'Allemagne par exemple émet en moyenne près de 5 fois plus de CO2 par kilowattheure que la France. Alors importer de l'énergie qui a été produite là-bas, c'est pas foufou, et ça se voit sur ce graphe qui nous montre l'évolution en direct des émissions de CO2 par kilowattheure. Alors maintenant, imaginez qu'on a un moyen de déplacer automatiquement une partie de la consommation au moment où on a un surplus d'énergie, pour éviter d'avoir à en importer plus tard. Ce serait super, non? Alors bien sûr, le but c'est pas d'allumer vos lumières à 14 h juste parce qu'on a trop de jus et de les éteindre quand vous en avez vraiment besoin. Non, car en fait une grosse partie de notre consommation d'électricité peut être en fait déplacée sans même qu'on s'en rende compte. Ça concerne principalement le chauffage et la clim. En effet, grâce à une bonne isolation, couper le chauffage d'un bâtiment pendant 1 heure, ça ne va pas vraiment faire baisser sa température. Pareil pour votre ballon d'eau chaude et pareil pour votre clim. Le bâtiment sert en quelque sorte de batterie. On va recharger cette batterie en chauffant un peu plus quand on a du rab d'électricité bas carbone, et on va laisser la batterie se décharger en ne chauffant pas quand on en a plus. Et la domotique permet de faire ça très facilement, en permettant de piloter différents éléments d'un bâtiment. Et ça ne s'arrête pas au chauffage. Une autre consommation très importante qui va être de plus en plus présente, c'est la voiture électrique. Et piloter le chargeur pour faire en sorte de déplacer la charge au moment où l'électricité est produite par des sources plus propres, ça peut aider à avoir un gros impact. D'ailleurs, on peut aussi coupler tout ça à nos propres panneaux solaires si on en a, afin de déplacer notre consommation quand nos panneaux produisent. C'est exactement le même principe. On peut aussi parler de l'automatisation de certaines tâches qui peut permettre de réduire la consommation, par exemple avec des thermostats connectés qui vont réduire la consigne de température de certaines pièces la nuit afin de consommer moins, ou encore les relier à votre agenda pour que votre bureau soit maintenu à une température plus faible si vous devez travailler au bureau, et qu'il augmente automatiquement dans la nuit si vous avez prévu de faire du télétravail le lendemain. Tout ça, ce sont des choses que l'on pourrait faire nous-mêmes, mais il faut être honnête une seconde, je crois que je ne connais personne qui aurait la déterre de faire le tour de tous les radiateurs le soir pour les baisser et de faire pareil le matin pour les remettre à leur température normale. Surtout que quand c'est automatique, on peut remonter un peu avant le réveil pour qu'on ait une température agréable à notre réveil justement. Bref, la domotique c'est génial, même si oui, ça reste un ajout de matériel à la base et donc de l'extraction minière et tout le tintouin, mais le bonus apporté vaut le coup sur du long terme. Alors bien sûr, beaucoup de ces choses-là sont incroyables et on pourrait se dire, bah attendez, pourquoi on les a pas déjà tous mis en place? Bah parce que le nerf de la guerre reste toujours et encore l'argent, et par exemple installer des panneaux solaires ça coûte des sous, rénover d'autres outils tout autant, ou alors ça devient contraignant. Et oui, on met en place des aides et des subventions, mais ça reste tout de même des budgets, et on n'aime clairement pas se mettre des contraintes pour sauver la planète, car on se dit que ça ne nous touchera pas nous. C'est aussi une des raisons pour lesquelles aussi peu de gens font vraiment quelque chose pour tenter de résoudre le problème, et c'est assez triste. Pour autant, il ne faut pas se sentir coupable dès la moindre action, l'important c'est d'y aller progressivement afin de rendre tout ça moins difficile et plus tenable sur le long terme. Vous pouvez déjà commencer par les actions qui vous ne coûtent rien et privilégier des entreprises qui agissent concrètement, même si vous dites que c'est pas important, même si vous dites à quoi bon faire cet effort car il y a des milliardaires qui font tout et n'importe quoi à l'autre bout du globe, c'est pas ça qui devrait motiver votre envie d'aider la planète ou vous en dégoûter, mais plutôt que chacun peut apporter dans le bon sens, car avec un raisonnement de y'a pire ailleurs, on s'en sortira jamais. Bref, vous en pensez quoi de ces technologies vous? Vous en avez adopté certaines? Je vous laisse me partager ça et me faire un retour d'expérience, et bien sûr je vous invite à cliquer sur l'une des 2 autres vidéos qui viennent d'apparaître sur votre écran. Ce sera plus écolo de les regarder maintenant plutôt que de rallumer votre ordinateur plus tard pour le faire et donc de consommer plus de courant. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!